La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. C'est un plaisir de vous retrouver après ce mois d'absence et je remercie Simon-Pierre Savard-Tremblay d'avoir tenu la barre pendant cette période. Cette émission verra La vie des idées croiser la vie politique. Nous nous pencherons sur la crise qui secoue le Bloc québécois et qui pourrait le conduire tout à la fois à l'implosion et à la disparition. J'ai pensé titrer cette émission « Crise du Bloc, crise du souverainisme », mais j'ai constaté à ce moment que chaque émission consacrée à la question nationale depuis une quinzaine d'années pourrait être ainsi intitulée. La crise que traverse le Bloc québécois en ce moment n'est-elle qu'une étape de plus dans la décomposition politique de l'indépendantisme? S'explique-t-elle seulement par un conflit de personnalité et d'ego, ou met-elle en scène des conceptions fondamentalement contradictoires de la stratégie souverainiste et du projet national? Pour débattre de cette question, j'ai invité Martin Lemay et Nick Payne, deux analystes qui appartiennent chacun à leur manière à la famille souverainiste, mais qui n'y appartiennent peut-être pas de la même façon. Martin Lemay, vous êtes ex-député de Sainte-Marie-Saint-Jacques, essayiste et auteur notamment de l'Union fatale et de la défense de Maurice Duplessis. Bonjour. Bonjour. Nick Payne, vous êtes militant souverainiste, chroniqueur politique et on a longtemps pu vous écouter sur CIBL et vous publiez régulièrement sur votre page Facebook des analyses politiques qui, dans un pays normal, devraient se retrouver dans les meilleurs journaux. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, première question à vous deux, tout simplement liée à l'actualité la plus proche. Selon vous, quelle est la nature de la crise au Bloc en ce moment? S'agit-il d'une crise circonstancielle liée à l'actualité, liée à un simple conflit d'intérêts, plutôt de personnalité, ou s'agit-il d'une crise qui en dit davantage sur l'état du souverainisme? Nick Payne. Vous avez déjà situé les enjeux et c'est probablement un peu tout ça. C'est sans doute multifactoriel. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, on parle beaucoup de la personnalité de Martine Ouellette, de son rapport avec le reste du caucus du Bloc, mais néanmoins, je pense qu'il y a derrière cela des questions idéologiques plus fondamentales. D'ailleurs, on peut poser la question d'une autre façon et dire, est-ce que si Martine Ouellette était parfaitement d'accord avec les membres démissionnaires du caucus du Bloc, ou plutôt le contraire, si ces membres du caucus étaient d'accord avec elle sur le fond des choses, aurait-il démissionné et est-ce que les choses se seraient envenimées autant qu'elles s'enveniment à l'heure actuelle? Probablement pas. C'est du moins mon impression. Si on laisse un instant de côté la question de la personnalité, du style de leadership, parce que franchement, entre vous et moi, je ne suis pas derrière les portes close dans les instances du Bloc. Je ne peux pas savoir exactement à quel point Martine Ouellette est compétente ou non pour occuper le poste qu'elle occupe. Mais ce qu'on sait cependant, c'est qu'elle est aussi porteuse d'une philosophie, d'une façon de voir les choses qui veut qu'on mette l'indépendance de l'avant. Martine Ouellette fait partie de ce groupe plus ou moins défini de personnes là, qui se sont soit auto-exclus ou qui se sont sentis exclus du Parti québécois ou qui en ont été exclus à cause de la posture très attentiste du chef Jean-François Lisée et qui s'est retrouvé au Bloc québécois, donc dans l'espoir d'y trouver refuge, de faire du Bloc une espèce de locomotive de l'indépendance, de donner les moyens d'un parti politique à cette voie qui indépendantiste plus assumé. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Ça, c'est autre chose. Est-ce que le Bloc peut vraiment être le lieu de rassemblement et d'initiative des indépendantistes? C'est une grosse question à laquelle il est difficile de répondre. J'ai plutôt tendance à penser que non, mais toujours est-il que ce déplacement d'indépendantistes vers le Bloc a créé des tensions entre donc leur vision des choses à eux et celle plus, appelons-la, ducepiste, voulant que le Bloc doive d'abord défendre les intérêts du Québec et Ottawa et que si on ne fait que ça, c'est parfait. La défense ou la promotion de l'indépendance est d'une certaine façon sous-entendue dans ça. Ça vient avec, si on veut, et que donc tout est parfait comme ça. Alors bref, il y a des tensions à l'heure actuelle entre ces deux groupes-là qui sont, je crois, au cœur du contentieux auquel on assiste. Je me permets de vous relancer sur deux petites questions avant de passer la parole à Martin Lemay. Vous dites c'est cette faction d'indépendantistes qui ne se sentent plus au Parti québécois à cause de la stratégie de Jean-François Lisée. Pourtant, si je lis les textes émanant de cette mouvance, leur sentiment d'exil, pour reprendre un mot un peu à la mode par rapport au Parti québécois, ne date pas de Jean-François Lisée. Vous avez raison. Au quitte le Parti québécois sous Pauline Marois. Ça date
permettez-moi de vous interrompre. Barthélémy? Ça date de la fondation même du Parti québécois. Oui, absolument. C'est là que j'allais en arriver, c'est-à-dire, on peut dire que c'est la vieille tradition riniste qui avait trouvé le moyen de se faire une place au Parti québécois, mais à tout le moins qui finalement parvenaient à y cohabiter, qui pendant un temps avaient même un vrai pouvoir au Parti québécois, par exemple dans le contrôle de ce qu'on appelait dans les années 90 Montréal-Centre, Montréal-Ville-Marie, mais qui aujourd'hui ne s'y trouve plus. Donc, selon vous, Nick Payne, de quand date cette idée qu'il n'est plus possible de faire coalition avec le Parti québécois pour cette faction du mouvement indépendantiste? Ben d'abord, Barthélémy a raison. Ça date des origines du Parti québécois, bien sûr, et en même temps, les générations passent et on redécouvre continuellement ce clivage. Les nouvelles générations, avec étonnement, se rendent compte à un moment donné que, non, ce n'est pas tout à fait le Parti de l'indépendance toujours et à tous les jours et tout le temps comme ce qu'elle s'imaginait. Mais pour répondre à votre question, dans la période actuelle, les origines du clivage sont probablement quelque part au début de la période Marois. Pauline Marois arrive au Parti québécois juste après André Boisclair et à peine 2 années et quelques mois après le scandale des commandites qui avait vu l'indépendantisme monter au Québec. Hein? C'est la dernière fois qu'on a vécu une période pendant laquelle régulièrement dans les sondages, l'appui à la souveraineté dépassait les 50%. Et donc, très rapidement après cela, donc, Pauline Marois revient avec une vision plus, appelons-la étapiste, d'autres diront attentiste, enfin bref, une vision un peu plus en retrait sur la question d'indépendance. Et c'est à ce moment-là que ça commence. Vous avez parlé de Jean-Martin Hossan, qui, lui, à cette époque, en vient à la conclusion que effectivement, le Parti québécois ne sera pas dans l'avenir prévisible le véhicule d'indépendance, le véhicule privilégié. Il tente de faire autre chose ailleurs. Ça s'appellera Option nationale. Et ça se poursuit, ça, jusqu'à l'heure actuelle. Et il faut bien admettre que Jean-François Lisée, dans ce sens-là, dans le sens d'une prise de recul du Parti québécois par rapport à la question d'indépendance, va plus loin que Pauline Marois, sauf peut-être pour ceux qui veulent prendre au sérieux une promesse d'agir dans un second mandat, ce qui est un peu, à mon point de vue, fantaisiste en politique. On ne se fie pas sur ce qu'un parti politique promet de faire dans un éventuel second mandat pour juger de la teneur de sa proposition. Dans l'avenir prévisible, le Parti québécois de Jean-François Lisée ne s'occupera peu ou pas de la question de l'indépendance, ne serait-ce que pour être en cohérence avec son engagement de ne pas tenir de référendum, de ne pas engager de démarche de gouvernement. On ne peut pas dire de démarche de gouvernement indépendantiste, dis-je bien. On ne peut pas à la fois dire cela et en même temps tenir un discours indépendantiste soutenu, quotidien, efficace, présent. Alors, je pense que c'est devant cet état de choses que une certaine quantité d'indépendantistes sont partis vers le bloc. Certains d'entre eux étant passés par Option nationale en cours de route, d'autres peut-être plus jeunes n'ayant tout simplement jamais été des militants du Parti québécois, qu'en sais-je, mais donc les voilà tous au bloc, ou enfin en nombre suffisamment important pour même prendre le contrôle des instances, en tout cas jusqu'à un certain point, et ça crée les tensions qu'on a vues. Ça ne fait pas l'affaire de gens qui, eux, pensent que ça peut être électoralement très coûteux pour le Bloc québécois de mettre l'indépendance de l'avant, de la même façon que c'est ce qu'on pense au Parti québécois aussi. Et il faut dire également que je reviens à la question que je posais en entrée de ce segment. Est-ce que le Bloc québécois peut vraiment être le fer de lance de l'indépendance? On sait que le travail d'un député fédéral et donc d'un groupe de députés fédéraux, c'est d'abord et avant tout de faire avancer des dossiers fédéraux, d'aider ses concitoyens à faire progresser certaines choses. Donc, c'est un peu de faire fonctionner le Canada le plus correctement possible. Alors, on finit par être loin de la promotion de l'indépendance et avec raison, finalement. Ce n'est pas parce que les bloquistes sont méchants ou qu'ils sont fâchés contre l'indépendance qu'il est difficile pour eux d'être indépendantistes au quotidien là, et dans la parole et dans l'action. Barthélémy, je me tourne vers vous. Je vous pose la même question, c'est-à-dire quelle est la nature, selon vous, de la crise que traverse le Bloc québécois? S'agit-il d'une crise circonstancielle, d'une crise qui, comme le suggère Nick Payne, a une dimension idéologique plus profonde? Comment lisez-vous la conjoncture présente? Comme il n'y a pas d'indépendance du Québec à court ou moyen terme, on pourra revenir sur la discussion un peu plus tard.
La situation du Bloc, pour moi, confirme l'éclatement de la coalition indépendantiste, qui était menée par le Parti québécois. Et depuis quelques années, on le voit, là, le Parti québécois est dépassé par sa gauche, sinon son extrême gauche à Québec solidaire. Je les appelle les plus pressés, aucune connotation péjorative, par Option nationale. Le centre droit, le centre par la CAQ, bref, c'est l'éclatement continu. Parce que je suis convaincu que tous les indépendantistes de bonne foi, à la veille d'un référendum possiblement gagnant, vont se rallier tous au Parti québécois ou au parti qui portera le projet d'indépendance à ce moment-là. C'est ce que M. Parizeau a fait en 1995, par exemple. Donc, c'est la confirmation de l'éclatement de la coalition indépendantiste. Mais l'autre chose aussi, et sans en faire, je suis d'accord avec vous, messieurs, sans en faire une guerre personnelle, il reste que depuis que Mme Ouellette est là, elle est controversée. Elle est controversée. Elle est députée à Québec. Elle a choisi d'être chef à Ottawa. Son fameux salaire. Je ne dis pas que ces questions-là n'étaient pas légitimes, mais et là, elle perd 7 députés. Elle n'est pas controversée par son projet politique. Elle n'est pas controversée par les propositions qu'elle fait à la Chambre des communes ou comme programme du Bloc québécois. Elle est controversée par les décisions qu'elle prend, elle, comme chef d'un parti politique. Alors, être chef d'un parti politique exige du doigté, un peu de finesse. Il faut gérer les membres de son caucus de la bonne façon, d'autant plus que vous le savez, que vous allez avoir un débat délicat à mener en tant que chef dans votre propre caucus. Et ça, que ce soit au Bloc québécois ou ailleurs, c'est le même problème pour tous les chefs de partis politiques. Donc, Mme Ouellette elle-même participe un peu aussi, malheureusement, à son malheur. Voilà, mais c'est au-delà des individus, c'est l'éclatement prononcé qui se continue de la coalition indépendantiste. Martin Lemay, je vous relance sur une question et ensuite je la poserai aussi à Nick Payne. On l'a évoqué tantôt, on parle ces jours-ci d'une tension idéologique apparemment très vive entre d'un côté la mission de défendre les intérêts du Québec à Ottawa et de l'autre de faire la promotion de l'indépendance du Québec. Et je regarde ça et je ne vois pas où est la contradiction entre ces deux. C'est-à-dire, je vous pose, mais il se peut que je me trompe, mais je ne vois pas la contradiction. C'est-à-dire, d'un côté, le fait est que le Québec est dans la fédération en ce moment. Et il y a des dossiers de politique bien réels et on peut croire que la vraie question là-dessus, c'est moins de faire le procès du gouvernement que du régime. Oui, mais il n'en demeure pas moins que c'est un procès au nom des intérêts nationaux du Québec. Et de l'autre côté, bien, on peut croire que si on fait le procès du régime, c'est au même moment on fait la promotion active de l'indépendance, implicitement ou explicitement, même si on ne sent pas le besoin de dire le mot à chaque question. Alors, est-ce que je me trompe de croire que ces deux choses-là ne sont pas contradictoires? Et si elles le sont, pourquoi? Poser malheureusement pas cette bonne question à la bonne personne parce que je suis tout à fait d'accord avec l'énoncé que vous venez de faire. Dénoncer un régime et dénoncer les conséquences que ce régime a pour le Québec me semble le mandat du Bloc. Est-ce qu'à un moment donné, le Bloc, dans le passé, encore une fois, mon objectif, c'est pas de jouer les gérants d'estrade et de critiquer, a moins critiqué le régime qu'il aurait fallu? Est-ce qu'il a même servi même à huiler un peu le régime canadien? J'en suis de ces critiques-là qu'on pourrait faire à un Bloc à un moment donné de son histoire. Mais il reste que les deux, pour moi, vont de pair. On peut très bien être contre ou pour un projet de loi déposé à la Chambre des communes, pas parce qu'il est bon ou mauvais, parce qu'il est dans l'intérêt du Québec. Et moi, j'ai de la misère et je reviens à ça. Pour avoir ce type de débat délicat, ça prend faut que ça soit fait justement avec une main délicate parce que c'est des débats de fond et il faut que tout le monde soit partie prenante à ce débat-là. Il faut que tous les députés se retrouvent dans le parti qu'ils représentent à la Chambre des communes. Ce qui, pour 7 députés, je ne sais pas, moi non plus, je suis pas là lors de leur rencontre, mais ce qui manifestement manquait parce que il y en a, faut s'en rappeler, là, il y en a 7 sur 10 qui ont quitté et le député de Richelieu, dont j'oublie le nom, qui est là depuis Louis Plamondon. Il n'y a personne qui va douter de sa bonne foi indépendantiste. Là. Lui-même a quitté, même s'il est au Bloc depuis 1990. Alors, et qui était député conservateur auparavant. Exactement. Donc, membre fondateur du Bloc québécois. Donc, lui-même a démissionné.
Mais encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça confirme l'éclatement de la coalition indépendantiste. Alors, Nick Payne, je vous relancerai d'ailleurs tantôt sur la question de l'attentisme souverainiste, mais pour l'instant, cette question qui me semble centrale, c'est est-ce qu'il y a vraiment une tension idéologique entre ces deux approches, comme on nous le dit? Et si oui, pourquoi? Alors, oui. Pour le dire simplement, à mon point de vue, le Bloc devait, à l'origine, défendre les intérêts du Québec dans l'intervalle pré-référendaire. À partir du moment où il y a une cohérence, une finalité indépendantiste dans la démarche, il est vrai que défendre l'intérêt du Québec à Ottawa dans cette optique-là fonctionne de pair avec la promotion, enfin la mise de l'avant de l'indépendance, avec l'indépendantisme, en tout cas en bonne part. Mais à partir du moment où ce rôle se prolonge indéfiniment, à partir du moment où à Québec la locomotive est arrêtée, le Parti québécois ne va pas vers, le train de l'indépendance n'est pas en marche, ben là on s'inscrit dans la durée et on défend l'intérêt du Québec à Ottawa, certes, mais cela parfois entre en concurrence avec l'idée de l'indépendance, pas seulement une fois de temps en temps. De quelle manière, par exemple? Alors, on fait débloquer tel ou tel dossier, on arrive à faire bouger un peu le gouvernement d'Ottawa dans le sens un tant soit peu des intérêts du Québec, ben, on fait la démonstration qu'il est possible de rendre le Canada plus acceptable. On a dit un peu, dans une autre tonalité évidemment, là, mais un peu la même chose de la loi 101 à une certaine époque, c'est-à-dire que ce fut un geste et une loi absolument essentielle. En même temps, elle a rendu le Canada plus acceptable, plus confortable. Peut-être qu'elle a repoussé un peu l'échéance, la prise de décision sur l'indépendance. Allez savoir, c'est un autre débat, mais moi, je pense que le Bloc est devenu un facteur de bon fonctionnement du Canada, ne serait-ce que de débattre et continuellement de questions fédérales, d'attirer l'attention des Québécois vers cette arène-là, vers l'échiquier fédéral, vers la scène canadienne, et de leur montrer qu'on peut être une opposition constructive, parce que les gens du Bloc ont beaucoup travaillé à cela, à montrer qu'ils pouvaient faire bien fonctionner... Ah oui, ça s'enorgueillissait d'être une opposition constructive, même à la grandeur du Canada. Voilà. Ça faisait une fierté de bien défendre les intérêts de l'Alberta et de la Saskatchewan. Même d'y recueillir certains appuis. Je me souviens de sondages qui donnaient 2 ou 3 % au Bloc québécois, quelque part en Alberta ou en Saskatchewan ou en Colombie-Britannique. C'est arrivé pour vrai. C'est arrivé près de chez vous, comme dirait l'autre. Et donc, oui, le Bloc est devenu un facteur de bon fonctionnement du Canada dans une mesure appréciable. Ce n'est pas qu'un épiphénomène, cette affaire-là. Moi, je pense que ça ne va pas de soi. Gilles Duceppe martèle, bien sûr, ce concept de la défense des intérêts du Québec à Ottawa qui, intrinsèquement, revient à faire la promotion de l'indépendance. M. Duceppe est un politicien redoutable, très efficace lorsque vient le temps de marteler des concepts simple comme celui-là, mais justement, parfois, c'est trop simple dans le cas des gens qui vont au plus simple comme ça. Et dans ce cas-ci, ben, effectivement, moi, je pense qu'il y a un verre dans la pomme. C'est plus complexe que cela. Alors, Nick Payne pose une question essentielle. Martin Lemay, il l'a évoqué d'ailleurs à travers la question de la loi 101. Depuis longtemps, c'est un débat qui traverse le mouvement national, le mouvement souverainiste. Est-ce que tout ce qui contribue à défendre la condition nationale québécoise, même dans le cadre fédéral, même si on dit, par exemple, la loi 101, on aurait voulu faire plus, mais c'était limité par le cadre fédéral, mais néanmoins, elle permet au moins de sauver les meubles pour l'instant. Est-ce que toute politique nationaliste qui n'est pas immédiatement portée vers la réalisation la plus immédiate de l'indépendance joue finalement contre la souveraineté du Québec? Quand même pas. Hein, mais c'est sûr qu'ultimement, ça enlève les raisons pour lesquelles les gens pourraient être indépendantistes. C'est un peu le piège. Mais ça, et ne rien faire, je trouve qu'il y a une marge. Et je crois que la théorie du bon gouvernement, parce que c'est ça un peu qu'on discute aussi, hein, la fameuse théorie de M. Lévesque en 1975-76, la théorie du bon gouvernement, pour moi, demeure essentielle à un parti indépendantiste. Parce que demain, le Parti québécois prend le pouvoir, donc il ne se mêlera pas d'éducation, il ne se mêlera pas de développement économique, il n'y aura pas de proposition, il réfléchira pas sur les relations internationales du Québec. Je trouve que à ce moment-là, les nationalistes n'ont plus la voix à Québec et se donnent plus le moyen. Bref, ça mène à l'impuissance politique.
Parce que pendant que vous n'occupez pas le siège que normalement vous devriez occuper, d'autres l'occupent et font le Québec comme il doit être selon eux. Donc, les indépendantistes, les nationalistes s'enlèvent une voix, s'enlèvent un moyen de faire des politiques pour faire avancer le Québec, pour reprendre ce dicton un peu galvaudé. Mais il reste que, pour moi, encore une fois, les deux sont essentiels. Parce qu'une fois que vous savez, les peuples, les époques, à ce moment ici, on pourrait y revenir encore une fois tout à l'heure, il n'y a pas de référendum à court ou moyen terme. Bon, à ce moment-là, on laisse quoi? On laisse les libéraux passer ou tout autre parti politique. Donc, moi, je pense que le Parti québécois, en plus d'être indépendantiste, doit effectivement réfléchir à la gouvernance du Québec province, quitte à ce que ça soit un piège, ultimement. Nick Payne, je vous lis depuis plusieurs années et il y a un thème qui est récurrent chez vous, c'est la critique de l'attentisme souverainiste. C'est-à-dire, sur le fond des choses, pour vous, des souverainistes qui ne s'engagent pas à réaliser l'indépendance du Québec le plus rapidement possible, par exemple en promettant un référendum le plus rapidement possible, desservent la cause nationale. Ce à quoi je vous ai souvent répondu mentalement que proposer un référendum quand on est à 33% dans les sondages pour l'indépendance ou 36%, et quand on a la certitude qu'il ne passerait pas et que la défaite fait mal en dernière instance, ça peut entraîner, ça peut être contre-productif, c'est-à-dire essayer de faire l'indépendance et la rater, c'est pas faire l'indépendance. Donc, quand vous dites, vous faites une critique de l'attentisme souverainiste, qu'est-ce qui se trouve exactement au fond de votre critique par rapport à ça? Il se trouve, ce que vous venez juste de dire, un petit bout de phrase, vous avez dit, quand on a la certitude qu'on va perdre. C'est cela, moi, que je critique. Je pense qu'on est un peu trop convaincu de notre défaite. Je pense qu'il y a quelque chose qui relève, au-delà de la stratégie et de la lecture, de la donne et de l'analyse, il y a quelque chose qui relève de la dépression dans le comportement du mouvement indépendantiste et de ses leaders depuis plusieurs années. 33%, 34%, 36%, 32%, 37%, c'est peu ou prou ce que la souveraineté obtenait dans les sondages en 1994. 95, on me dira, oui, mais il y avait le contexte de l'après-Meach. Mais le contexte de l'après-Meach n'est pas arrivé par hasard non plus. Jacques Parizeau et sa volonté absolument... Enfin, personne ne doutait de la volonté d'aller vers l'indépendance de Jacques Parizeau. Cette volonté-là et la présence de Parizeau ont été un facteur déterminant aussi dans la mise en place du contexte début 90 et de l'escalade, si on veut, qui a mené au référendum de 95. Enfin, du moins, je le crois. Et donc, c'est ça, moi, que je conteste. C'est cette lecture de la donne qui consiste à dire la souveraineté est dans une sorte de lent déclin qui est étranger, d'une certaine façon, au mouvement indépendantiste, déclin devant lequel le Parti québécois n'a pu que tempérer, modérer ses ardeurs, mettre un peu de côté la question nationale, faute d'un autre choix. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse-là. Mais vous constatez, cela dit, qu'il y a une forme de déclin néanmoins des appuis à la souveraineté oui. Qui vont au-delà de l'engagement indépendantiste des uns et des autres, c'est-à-dire le fait qu'il y a aujourd'hui non seulement des déclins de l'appui à la souveraineté, mais aussi une perte d'intérêt liée à la question nationale. Vous le constatez ou pour vous, ce sont les effets de la mauvaise stratégie péquiste? Oui, bien enfin, la question nationale, c'est toujours difficile de ramener ça à l'avant au Québec. C'est pas d'hier. On était en 95, on se faisait dire, vous savez, aujourd'hui, les jeunes sont passés à autre chose, c'est un projet d'une autre génération. Ça fait longtemps qu'il est difficile de garder cette idée-là, cette problématique-là à l'ordre du jour. Je ne pense pas que les choses aient changé tant que ça à ce point de vue-là depuis une vingtaine d'années. Par contre, évidemment, vous me dites que vous me lisez depuis longtemps. C'est sûr que j'ai commencé à écrire là-dessus vers 2007. Le fléchissement de l'appui à l'option était moins perceptible à ce moment-là. Va de soi qu'à l'heure actuelle, oui, on sent un glissement, d'autant plus que les jeunes générations, la pyramide des âges est en train de s'inverser. N'ont pas seulement été socialisés à l'extérieur de l'idée d'indépendance, mais à l'extérieur du fait national. Le logiciel de pensée indépendantiste, d'abord, est hors circuit. Pour une bonne partie des jeunes qui s'intéressent encore à cette question-là, ça passe par la gauche, beaucoup. Lorsque vous demandez à Gabriel
Gabriel Nadeau-Dubois de vous parler d'indépendance. Il parle d'un projet social de gauche. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'indépendance nationale ou la notion d'un peuple qui assume son identité. Et c'est intéressant, ça vient pas de nulle part. Ça vient du fait que le discours indépendantiste, la pensée, la grille d'analyse indépendantiste sont absents de l'espace public depuis maintenant une vingtaine d'années. Alors, c'est vrai qu'il faut faire quelque chose là-dessus. On ne pourra pas continuer comme ça pendant bien longtemps sans que le fléchissement de l'appui à l'option souverainiste ne s'accentue, en fait. Mais, donc, moi, je conteste cette idée d'une glissade qui est arrivée un peu malgré nous et devant laquelle il faut s'incliner. Je pense que, au contraire, le Parti québécois a commencé à décrocher de l'indépendance avant le reste des gens. On va dire, il a largué l'indépendance avant que le commun des mortels ne la largue. C'est ce que je pense. Il faut aussi ne pas voir le passé, glorifier le passé. Il n'y a jamais eu au Québec d'immenses fièvres indépendantistes pendant des années et des années. Il y a eu des soubresauts, bien sûr, à certaines occasions, mais en général, on est toujours dans 30-35% des gens qui appuient cette question-là. Martin Lemay, après la pause, on reviendra sur la question gauche-droite notamment, mais là, je vous pose une question très particulière sur, d'après vous, comment expliquer, je reprends la question soulevée par Nick Payne, comment expliquer la décomposition lente de l'appui à l'indépendance, le fléchissement de l'appui à l'option, le refroidissement des passions. Quelle explication en donnez-vous? Bien, une de ces causes-là, pour moi, a été le mouvement indépendantiste s'est littéralement vendu au progressisme contemporain. Le progressisme, tel qu'il est vécu actuellement en Occident, rejette tout nationalisme, rejette les frontières. Donc, le mouvement indépendantiste lui-même, en embrassant ce progressisme contemporain, s'est lui-même tiré dans le pied beaucoup plus que ses stratégies référendaires ou non, tant qu'à moi. La deuxième question, j'ai été longtemps en politique. Je suis pas plus fin qu'un autre. Vous avez été député de 2007 à 2012. 2012, conseiller municipal avant. Bref, à un moment donné, on se développe un peu des antennes. Je n'ai aucune information, et je dis bien aucune information à l'heure actuelle qui, comme indépendantiste, me permettrait d'être optimiste au moment où on se parle. Je donne quelques faits. Les sondages. Les indépendantistes, les nationalistes occupent très peu de postes de direction dans le Québec actuel. C'est occupé par des fédéralistes, des libéraux ou des nationalistes assez tièdes. Il est rentré 50 000 immigrants par année les 10 dernières années, qui vont voter à 80, sinon plus, à 80% contre l'indépendance du Québec. On ne réfléchit pas non plus au coût des défaites. La défaite de 80 et 95 ont eu des coûts politiques majeurs. Le rapatriement de la Constitution dans le premier cas, la loi de la clarté référendaire dans le deuxième. Et on pourra revenir à la Catalogne peut-être plus tard. J'ai l'impression que l'Espagne a indiqué à tous les États fédéraux la manière d'opérer pour les prochaines années. Mais évidemment, les indépendantistes ne réfléchissent pas à ces choses-là. Ils réfléchissent plus depuis longtemps. Peut-être que c'est une chose sur laquelle on pourrait tomber d'accord, vous et moi. Bref, les libéraux sont au pouvoir au Québec depuis 2003. On a donné une majorité à M. Trudeau à Ottawa. On s'apprête à lui en redonner une en 2019. Bref, moi, j'attends une information crédible pour me dire que l'indépendance, à court terme et même moyen terme, est possible. Alors, nous passons à la pause pour quelques instants et nous revenons ensuite pour ce débat de la vie des idées avec Nick Payne et Martin Lemay sur la crise au bloc et la crise du souverainisme. Chers amis, nous sommes de retour à la vie des idées pour cet échange avec Martin Lemay et Nick Payne, les deux analystes, les deux commentateurs politiques, les deux essayistes, sur la situation actuelle au Bloc québécois et plus largement la situation du souverainisme. Et nous nous sommes quittés avec des propos d'une lucidité peut-être blessante pour ceux qui croient encore à l'indépendance du pays. J'y crois encore malgré mon pessimisme. Ah ben bien sûr, mais la question, c'est là le drame, c'est-à-dire quand on la croit nécessaire et c'était la formule
formule de Maurice Cyr, leur indépendance nécessaire mais impossible, les Anglais sont nos maîtres. Alors aujourd'hui, on le dirait autrement, mais il y a quand même du vrai là-dedans. Mais la question qu'on se pose, donc, il y a le constat d'un fléchissement de la volonté indépendantiste. Le fait est que pour voter pour le Bloc québécois, probablement qu'aujourd'hui, il faut considérer que la question nationale est prioritaire. C'est-à-dire, si on veut voter selon d'autres critères, le Bloc québécois n'apparaît pas spontanément comme un véhicule politique qui s'impose. Le Parti québécois peine à se reconstruire à Québec, et on évoque la possibilité, sinon de sa disparition, à tout le moins d'une députation en terrible régression. Donc, dans tout ça, ce que l'on cherche à comprendre, finalement, c'est l'état de la question nationale. Et vous évoquiez, Nick Payne, tantôt, le fait qu'une partie de la jeune génération, vous parliez de Gabriel Nadeau-Dubois notamment, n'accède quelquefois à la question nationale que par la gauche. C'est-à-dire l'indépendance comme levier pour un projet de société progressiste et ainsi de suite. Et on constate que pour certains, c'est une condition d'engagement. C'est-à-dire pour vos anciens collègues d'Option nationale, pour certains, ils ont préféré poursuivre Sol Zanetti et compagnie à Québec solidaire plutôt que rejoindre le Parti québécois, le parti, donc le principal parti souverainiste. Comment expliquez-vous cette espèce de tentation de lier de manière presque définitive le progressisme ou la gauche et la question nationale? Et quels sont, selon vous, les effets de cela? Ben oui, en fait, il y a un lien à faire avec ce qu'on disait juste avant la pause. Alors, la gauche est en marche, qu'on soit d'accord ou non avec ce qu'elle essaie de faire. Il y a du mouvement, il y a des porte-paroles, il y a des modèles. Elle ne donne pas l'impression de gérer sa défaite. Non, elle recueille 8% dans les sondages et elle est en pleine forme et de bonne humeur, alors que l'indépendantisme, à 33%, est en profonde dépression. Il y a une réflexion à faire là, sur notre attitude en tant qu'indépendantiste, à tout le moins, notre approche. D'ailleurs, pour rebondir un bref instant sur ce que disait Martin Lemay avant la pause, moi, je ne suis pas promoteur, je ne présente pas, je ne tiens pas à présenter la situation comme étant tout est parfait, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bien au contraire, même si j'aurais certains bémols à apporter au portrait très sombre que vient de brosser Martin Lemay, je pense qu'il y a aussi des éléments plus positifs qu'en 95. On y reviendra peut-être. Ah non, mais allez-y tout de suite, parce que le changement dans l'univers médiatique, notamment. Il y avait à l'époque la presse et Radio-Canada et le Journal de Montréal, et bon, bref, les grands médias. Il était extrêmement difficile de faire entendre un point de vue différent que celui qui était assez dominant à l'époque, des chroniqueurs et des commentateurs plutôt fédéralistes, ou en tout cas très, très, très prudents sur la question nationale pour toutes sortes de raisons liées ne serait-ce qu'à la volonté de garder leur emploi de chroniqueur, dans certains cas. Enfin, c'est pas là-dessus que je voulais m'étendre. Je crois que les choses sont un peu moins graves que le portrait qu'on veut en faire. Mais ce que j'allais dire, c'est que si je ne sais pas, moi, à quel point les choses vont mal et il y a moyen de les récupérer, ce que je sais, par contre, c'est que ce qu'on fait depuis 20 ans, c'est-à-dire mettre en pratique la philosophie du bon gouvernement qui pourra peut-être créer les conditions gagnantes éventuellement, ça, par contre, je sais que ça ne marche pas. Ça se saurait si le Parti québécois, soit en gouvernant dans cette optique-là, soit en proposant cette philosophie-là dans une offre électorale, avait obtenu du succès, ça se saurait. C'est bien le contraire qui se produit, et on en revient à la gauche et à la droite. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont jamais entendu parler d'indépendance, n'ont jamais entendu un discours indépendantiste positif, intéressant, soutenu, assumé, et ma foi, oui, c'est ça, positif, ça n'existe plus, et par conséquent, ils se raccrochent à d'autres courants politiques, la gauche étant bien sûr privilégiée par une bonne part de ces jeunes politisés. Maintenant, quel effet ça a sur le mouvement indépendantiste? Bien évidemment, on ne peut pas penser que Québec solidaire, pour nommer le parti, puisse être un jour la locomotive de l'indépendance, puisque c'est un parti qui lie l'indépendance, un projet de société très, très, très précis et spécifique qui, incidemment, ne recueille pas l'appui d'une grande partie de la population. Donc, forcément, ça ne fonctionne pas de ce côté-là. Et, par ailleurs, bien, évidemment, si chaque fois qu'on parle d'indépendance, ce qu'on met sur la table, ce sont les arguments de la gauche, sans égard aux vraies raisons qui font en sorte que le Québec devrait être un pays souverain un de ces jours, bien, on passe à côté de la question. On ne sert pas la cause forcément
Exactement. Alors évidemment, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. La solution ne peut pas passer par là. Est-ce que, plus largement, l'alliance entre la gauche et le mouvement indépendantiste est un problème? Oui. Pas dans la mesure où on fait la même chose à droite, mais il faudrait le faire si on ne le fait pas assez. Par ailleurs, le Bloc a lui-même participé beaucoup à cette coloration à gauche du mouvement indépendantiste sous Gilles Duceppe. Il ne faut pas le nier. Alors, moi, écoutez, le débat gauche-droite, à mon point de vue, est un luxe à l'heure où, de toute façon, on ne va nulle part. C'est un débat très intéressant qu'il faut faire, mais à mon point de vue, le premier écueil à l'heure actuelle, n'est pas là pour le mouvement indépendantiste. Il est plutôt dans l'incapacité à reprendre l'initiative. Après, on pourra toujours voir si on est un peu trop à gauche ou à droite. Mais Martin Lemay. Je pense pas que ça soit un débat gauche-droite. Le vrai débat, c'est de former une coalition gagnante. Une coalition gagnante, ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens de tous les horizons politiques qui sont indépendantistes. Je donne un exemple. La grande région de Québec, le Parti québécois est 3e, sinon 4e, loin derrière la CAQ et les libéraux. Le Parti québécois, c'est le cas depuis à peu près 20 ans, n'a pas fait une réflexion sérieuse sur cette situation. Donc, on ferait l'indépendance demain sans même notre capitale. Sans la métropole ni la capitale. Sans la métropole ni la capitale. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Effectivement, je vois mal des jeunes aujourd'hui à être enthousiasmés par l'indépendance quand le mouvement indépendantiste répète les mêmes rengaines depuis 30 ans. Là-dessus, on est d'accord. Pour le reste, encore une fois, j'insiste, c'est pas le débat gauche-droite, c'est la possibilité de faire la plus large coalition nationaliste et indépendantiste possible. Vous parlez de M. Nadeau-Dubois. À un moment donné, il va falloir qu'il réponde à cette question. Pourquoi voulez-vous faire l'indépendance d'un peuple de racistes? Moi, personnellement, je suis indépendantiste parce que j'aime mon peuple. Mon peuple est un bon peuple. Le nationalisme québécois n'a que très rarement été excessif dans son histoire. Et voilà qu'un leader politique parle de racisme ici, pareil comme si l'histoire du Québec était indigne. Bref, il est indépendantiste avec la pensée de Pierre Elliott Trudeau. Et à un moment donné, il va falloir que la gauche québécoise réfléchisse à cette question. Comment être indépendantiste en pensant que son peuple, dans le fond, n'est pas à la hauteur de l'indépendance? Il y a quelque chose qui, là, moi, j'exagère même pas si je dis, me bouleverse un peu quand j'entends des indépendantistes. On peut croire que des fédéralistes à tout crin le pensent. On n'est pas surpris que M. Couillard, par exemple, le pense. Mais qu'un indépendantiste le pense, pour moi, là, il y a quelque chose qui m'échappe. Alors, Martin Lemay pose une question essentielle, Nick Payne, et je me permets de vous la poser aussi. Vous l'avez évoqué vous-même tantôt, il y a des raisons fondamentales pour lesquelles on peut faire l'indépendance d'un pays. Or, ces raisons, pendant une vingtaine d'années, n'ont pas vraiment été évoquées. Elles étaient peut-être même censurées, à tout le moins, elles suscitaient la mauvaise conscience. Comment expliquez-vous cette incapacité des indépendantistes québécois eux-mêmes à assumer, je dirais, la part de nationalisme spontané, historique, on dirait aujourd'hui identitaire, mais le mot apparemment est un mot terrifiant. Comment expliquez-vous cette incapacité des indépendantistes à assumer les raisons pour lesquelles vous croyez qu'on peut être capable de redynamiser un jour un mouvement indépendantiste au Québec? Parce que le nationalisme a mauvaise presse, parce que l'histoire est ce qu'elle est, parce que tous les mouvements indépendantistes, une grande quantité de mouvements indépendantistes de par le monde sont constamment suspects d'ethnocentrisme et de xénophobie et autres travers de ce genre. C'est toujours un sujet délicat. Un peu méchamment, mais est-ce que cette suspicion-là ne vient pas justement de la gauche dont on parlait? C'est-à-dire, globalement, est-ce que c'est pas un certain progressisme qui entretient un soupçon radical à l'endroit du nationalisme, de l'enracinement, de l'appartenance, de l'identité? Et si oui, est-ce que ça vient pas nous montrer comment le surmoi progressiste du nationalisme québécois est finalement non seulement inhibiteur, mais pousse à l'impuissance? Sans doute, mais il est vrai en même temps qu'il y a un certain nombre de précautions essentielles à prendre lorsque vous êtes indépendantiste dans toute société. Alors, c'est ça, de ne pas aborder ces thèmes-là de façon imprudente ou de
façon essayer d'agiter le chiffon rouge et cliver autour de cela. Il faut être aussi conscient que, oui, le sujet du nationalisme est toujours explosif dans une certaine mesure. Alors maintenant... Mais il n'a jamais été ici. Ah oui? Je trouve que vos... Ah non, il a été ici. Permettez-moi de vous dire que vos exemples sont un peu dans les airs. Là. Vous êtes un peu dans les airs. Je m'excuse de vous dire ça comme ça. Le nationalisme québécois a toujours été un nationalisme raisonnable. Disons ça comme ça. Nous le savons, mais les nationalistes québécois ont toujours été accusés de travers, oui, mais voilà, comme du racisme. Et ça vient aussi de notre condition de dominer, bien sûr. Oui, mais les indépendantistes eux-mêmes ont intégré ce logiciel culpabilisant, tout à fait. Comme disait Mathieu, qui mène à l'impuissance. Tout à fait, comme ils ont... Donc, parler de nationalistes aujourd'hui au Parti québécois, je vous dis que la moitié des membres ou le 3/4 du caucus va vous regarder de travers. Donc, on en est là. Donc, la partie porteuse de l'indépendance, soit le nationalisme québécois, est absent. Alors, le débat, c'est si on a l'indépendance, le recyclage va être mieux géré. Nick Payne, vous êtes dans la position de défendre le Parti québécois? Oui, c'est excellent. Non, je vais vous décevoir. Non, moi, ce que je vous dis, c'est qu'au fond, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce débat-là et ces problèmes sur lesquels vous mettez le doigt, c'est-à-dire la difficulté d'aller au cœur des raisons pour lesquelles le Québec devrait être un État souverain pour les souverainistes, pour les indépendantistes, fondamentalement, moi, je pense que tout ça se déglingue un peu, tout ça se délite parce que nous ne sommes pas en mouvement. Si l'indépendance est un objectif palpable, concret, en lequel on fonde un minimum de conviction d'arriver à nos fins, ces choses-là vont se tasser dans une bonne mesure. C'est ce qui s'est produit dans les années 90, même si le sujet du nationalisme là, et d'identité demeurait délicat, problématique. Moins qu'aujourd'hui, cela dit. Moins qu'aujourd'hui, mais c'était très délicat. Les caricatures de leaders souverainistes en Asie, dans les médias. Peut-être qu'on était moins sensible à ça. C'est-à-dire, à l'époque, moi, la grande distinction que je vois là-dedans, c'est en 92, quand vous traitez un leader souverainiste de nazi, les souverainistes disent « Mais c'est-tu pas écœurant, c'est inacceptable ». Aujourd'hui, quand la caricature, on se dit « Ils ont peut-être raison ». Ah oui, mais il y avait une espèce de gauche, quand même, déjà à l'époque, qui même refusait qui était souverainiste, mais qui ne voulait pas joindre le camp du oui parce que c'était un projet de racisme. C'était pas tout à fait marginal à l'époque, ça? Est-ce peut-être l'est encore aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, avec le haut-parleur des médias sociaux et l'éclatement médiatique, je pense, moi, que ces tonalités-là prennent plus de place qu'autrefois dans le débat. Par ailleurs, c'est le débat de l'heure dans maints pays occidentaux, la question identitaire, le retour de l'intérêt national par rapport à la mondialisation. Bon, c'est vrai que ça, c'est probablement plus là qu'on trouve les raisons de la place grandissante de la réticence au nationalisme dans le débat public, davantage qu'un problème là, qui vient du mouvement indépendantiste lui-même. Martin Lemay, vous avez évoqué quelque chose qui me semble d'une importance capitale, c'est l'exemple catalan. Alors, sur le fond des choses, les souverainistes se sont enthousiasmés pour ce qui se passait en Catalogne. C'était le lieu d'une indépendance compensatoire. Exact. Et ils n'ont peut-être pas retenu ce que vous avez, vous, manifestement retenu, c'est-à-dire le fait que Madrid a montré, dans les circonstances, que par rapport au mouvement sécessionniste dans un pays démocratique, eh bien, il est possible de jouer la répression par la force et de ne céder rien, mais rien au mouvement nationaliste, tout en ayant l'appui implicite ou explicite de la communauté internationale. Et la posture canadienne, finalement, qui consistait à nous dire en 80 comme en 95 que si vous gagnez, à tout le moins, on le laissait comprendre, eh bien, ça va se faire, on va s'arranger. Même lorsqu'ils étaient durs, finalement, ils n'envoyaient pas l'armée, sauf en 70. Et la question que je me pose là-dedans, c'est est-ce que finalement Madrid vient pas confirmer une chose qu'on pouvait sentir au Québec, c'est-à-dire plus on rate l'indépendance, plus il est difficile de la faire la prochaine fois? Ben, effectivement, parce que manifestement, je crois, et peut-être que je me trompe, c'est une hypothèse de réflexion, n'est-ce pas? Je crois que Madrid vient d'indiquer la marche à suivre pour les futurs référendums, entre guillemets, dans le monde, soit la ligne dure. Alors, il y a des gens en prison à l'heure actuelle. Il y a des Catalans qui sont élus, qui sont en prison. Mais pourtant, donc les Catalans ont été abandonnés par tout le monde. À peu près tous les pays du monde ont appuyé l'Espagne, comme vous le dites, explicitement ou implicitement, parce que à peu près tous les pays du monde ont une minorité agissante sur son territoire. Donc,
à tout le moins, cette question-là, en lieu et place d'avoir du plaisir avec les Catalans. Moi, j'ai trouvé le traitement de cet épisode-là par les indépendantistes québécois, j'ai trouvé ça, je le dis comme je le pense, pathétique. C'est l'indépendance par tiers interposé, littéralement, donc ça donne du plaisir. Mais les Catalans, ce qui est étonnant aussi, c'est que les Catalans ont coché toutes les cases du progressisme contemporain. Donc, c'est pas un mouvement réactionnaire, c'est à peine un mouvement nationaliste, le mouvement indépendantiste catalan. Bien qu'il soit décrit comme tel par ses adversaires, oui, mais ça, regardez, ça, vous n'avez pas de contrôle là-dessus en politique. Hein? Comment les adversaires vous décrivent, vous n'avez aucun contrôle. Soit que vous vous défendez, ou soit que vous assumez vos positions. En politique, là, c'est comme ça. Donc, les Catalans ont coché toutes les cases du progressisme contemporain, le vivre ensemble, l'environnement, et malgré tout, ils ont fait leur référendum dans le chaos. Les dirigeants indépendantistes catalans, plusieurs sont en prison, et personne dans le monde ne s'est objecté au geste de l'Espagne. Donc, les pays, les fédérations dans le monde, l'Angleterre, le Canada, probablement peut-être d'autres, prennent des notes. Moi, j'aimerais que le mouvement indépendantiste, en lieu et place de se réjouir pour les autres, réfléchisse à cette question-là, parce que probablement que le prochain référendum va être dans des circonstances pas mal plus difficile qu'il ne l'a jamais été. Mais Nick Payne, Martin Lemay, je crois, pose une question importante ici, c'est-à-dire, les souverainistes, on est souvent dans une perspective pédagogique, morale. On croit qu'on va se convaincre entre nous, entre Québécois, puis un jour, on va voter oui, puis ça va se faire tout seul. Et la part tragique, la part, je vais le dire brutale, c'est peut-être pas le bon mot, mais la part tragique de la politique, c'est-à-dire le fait que devant nous, on va avoir une volonté très forte qui ne voudra pas qu'on se sépare, même si on a une majorité, et ainsi de suite. On appelle ça un conflit. Oui, mais voilà. Alors, je vous y amène. Est-ce que ce qui manque le plus aux souverainistes d'aujourd'hui, c'est pas la conscience de l'esprit conflictuel qui vient avec toute recherche d'indépendance lorsqu'on veut fracturer un État qui, lui, n'a pas intérêt à ce qu'on le fracture? Est-ce que cette conscience de la part tragique de la politique, de la part conflictuelle, de l'adversité, de la part polémique, pour le dire ainsi, est-ce que tout ça n'est pas complètement absent de la mentalité souverainiste? Et de ce point de vue, on pourrait dire depuis Parizeau et Bouchard. Oui, bien encore une fois, à partir du moment, je me répète, je suis désolé de marteler, mais à partir du moment où l'objectif est tellement abstrait que finalement on n'y travaille plus, on ne se pose pas tellement ces questions-là non plus. Pour en revenir à la Catalogne, c'est vrai que il faut faire attention au parallèle aussi. Hein? La culture franquiste au Canada, bon, c'est probablement un peu moins présent. J'ose croire que le gouvernement canadien procéderait d'une autre façon s'il voulait saboter le référendum québécois. On sait comment il procède d'ailleurs. En 80-95, on a eu une petite idée de jusqu'où ils peuvent aller. Oui, c'est ça. Mais c'est pas exactement la Catalogne. Et par ailleurs, le Québec part de moins loin que la Catalogne en termes d'acquis. Hein. Je pense, moi, qu'on est quand même... On peut aussi se dire, devant le spectacle, le triste spectacle catalan, faut-il le dire, il me semble qu'on est un peu moins mal pris que ça à partir du moment où on veut agir ici. Mais bon, on n'agit pas de toute façon. Alors, la question se pose moyennement, disons-le comme ça. Mais non, c'est vrai qu'on n'assume pas très bien le côté conflictuel de notre démarche. En même temps, c'est peut-être une qualité d'une certaine façon. Tant mieux, ça nous donne un peu plus d'optimisme et peut-être comment dire, ça nous donne une tonalité un peu moins belliqueuse, un peu moins guerrière, mais écoutez, ce que la Catalogne nous montre avant tout, c'est que faire l'indépendance d'un peuple, d'un pays ou d'une nation en passant par les voies démocratiques, sans violence, sans conflit, sans affrontement, de toute évidence, ce n'est pas encore une réalité dans le monde d'aujourd'hui. Les perdants sont les perdants et on ne fait pas de quartier à ceux qui n'ont pas le rapport de force de leur côté, quand bien même ils seraient parfaitement démocrates et montreraient patte blanche sur toute la ligne, comme le disait Martin Lemay à l'instant. Est-ce que j'ai une réponse à ça? Moi, encore une fois... Mais que vous a inspiré, ça veut dire, je suis très curieux, que vous a inspiré l'épisode catalan? Est-ce que vous avez inspiré que ça dis-je, que ça inspire les Québécois? Est-ce que vous pensiez qu'il y avait quelque chose là-dedans comme un moteur à distance pour être capable de rallumer quelque chose chez nous? Non, à cet égard, il me semble que l'Écosse est un peu plus proche de notre situation, d'une certaine façon. L'ensemble de la démarche avait de quoi inspirer davantage les Québécois, me semble-t-il, que celle de la Catalogne, qui est plus loin de notre réalité à nous. D'ailleurs,
Parlons sondage un instant. Il y a un sondage pendant le mois référendaire en Écosse qui donnait au Québec une majorité de Québécois d'accord avec la tenue d'un référendum. Ça ne s'était pas vu. En fait, ça ne s'était jamais vu. Alors, il y a bel et bien eu un effet. Là, soudainement, le concept même du référendum était un peu moins connoté négativement. Alors, quand je vous écoute, Nick Payne, quand je vous lis, j'ai l'impression qu'il y a une hypothèse chez vous, vous me direz si je me trompe en l'évoquant, en le présentant comme tel, c'est qu'il suffirait, le mot n'est peut-être pas le bon, mais les souverainistes décideraient demain d'avoir une posture franchement affirmative, et ça dure, disons, un bon 6 mois pour qu'on comprenne que c'est pas simplement un discours de circonstance, qu'ils réveilleraient comme une attente latente dans l'esprit québécois. Ils seraient capables de réengager assez rapidement le mouvement. Les Québécois sont en attente d'un souverainisme plus marqué. Est-ce que je vous comprends bien? Alors, les gens ne se battent pas dans les autobus pour obtenir ça. C'est sans contredit. Cependant, oui, je pense qu'on peut, à la lumière de l'histoire récente, miser sur le fait que les Québécois puissent se mobiliser ou à tout le moins s'intéresser à l'idée de l'indépendance suffisamment pour que le mouvement indépendantiste obtienne l'appui majoritaire qu'il cherche dans un avenir prévisible, disons-le comme ça. Pas la semaine prochaine, pas dans 6 mois, pas en répétant le mot indépendance sur toutes les tribunes en espérant que ça fasse naître quelque chose comme le dit Gilles Duceppe. Non, bien sûr, mais au fond, j'essaie d'opposer un peu de positivisme à la dépression ambiante, je pense. Et pourtant, je ne suis pas dans le camp des jovialistes en général dans la vie et devant la chose politique, mais je pense qu'on est dépressif. Je pense que nous sommes latins au Québec. On suit la politique, on suit nos propres pérégrinations, un peu comme on regarde aller les Canadiens de Montréal et tout va toujours mal jusqu'au jour où ça sent la coupe. Et sinon, ça va mal tout le temps, sans arrêt, constamment. Je pense qu'on est un peu dans ça malgré tout. Et je le dis en tout respect pour le tableau que brossait Martin Lemay il y a quelques instants. Oui, plusieurs indicateurs sont inquiétants. En même temps, il y a aussi des indicateurs intéressants. Au Québec, ça prend pas beaucoup de choses pour faire monter une sorte de fièvre. Par exemple, sur la question de la langue. C'est vrai que nous sommes dans le triomphe du bonjour high et le français régresse à Montréal, mais lorsque ces questions-là se retrouvent sur la place publique, quand vous sondez les gens, la fièvre monte assez rapidement. Le sentiment nationaliste, le besoin de défendre sa langue et sa culture, même dans ce Québec un peu assoupi par rapport à la question nationale, se réveille assez facilement. Et pour moi, ça, c'est un indicateur qu'il est possible de ramener l'indépendance à l'ordre du jour avant 20 ans. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Je fais confiance aux Québécois. Je trouve que dans le péquisme, dans l'esprit péquiste depuis plusieurs années, s'est inscrit cette conviction, le fait que les Québécois sont un peu trop bêtes pour assimiler et comprendre une proposition indépendantiste. On entend ça beaucoup, vous savez. Je pense pas. Je pense que les gens du Parti québécois... Vous savez, les hommes politiques, nous, on écrit des livres et tout ça, ça a quelques conséquences. On le souhaite parce que sans ça, on le ferait pas. Mais les hommes politiques, eux, les hommes et les femmes politiques, sont soumis... ils ont une obligation de résultat terrible. C'est de gagner. Alors, oui. C'est de gagner. Alors, c'est pas de discourir longuement, de discourir longuement. Bref. Mais pardon, juste une seconde. Vous avez remarqué quand même que dans le discours de Jean-François Lisée ou de Pauline Marois avant lui, il y a en sous-entendu, quand ce n'est pas tout à fait explicite, l'idée que les Québécois ne sont pas prêts, les Québécois n'entendront pas le message, les ressorts sont brisés. C'est une expression qu'emploie Mathieu Bock-Côté. Je suis assez d'accord avec cette analyse. C'est un peu dire ça que les Québécois ne sont pas en mesure. Non. Comprenez-vous? À partir du moment où on se présente devant la population en disant « Je pense que l'indépendance est une bonne idée, je vous la propose et qu'elle est même nécessaire pour l'épanouissement et la survie de notre identité et de notre nation », et vous dites en même temps, mais vous n'êtes pas capable de comprendre, donc je m'occuperai de ça dans un autre mandat. Non, parce que... Il y a quelque part la présomption que les Québécois... Non, parce qu'à un moment donné, vous devez, comme je disais, les hommes politiques sont soumis à des obligations de résultats, et vous devez prendre le pouls
le pouls des gens. En politique, à un moment donné, vous développez une deuxième... vous développez l'instinct un peu de sentir un peu la population. Et moi, je n'ai jamais senti chez aucun élu... j'ai surtout senti beaucoup de déception. Comme quoi, malheureusement, les gens n'entendaient pas. Donc, vous avez beau faire des discours, si les gens ne les entendent pas... mais c'est pas une question d'être bête, c'est une question d'être bien au fait. Je vous répète encore, on a élu M. Trudeau à Ottawa, fils, et on va le réélire dans 2 ans. Les libéraux sont au pouvoir depuis 2003. C'est un fait, ça. Mais êtes-vous en train de me dire que les leaders et les porte-paroles du Parti québécois depuis, disons, 10-15 ans portent une parole indépendantiste audible, intelligible, moderne, positive, enfin que... Comment dire? On a entendu Jean-Martin Hossan pendant quelques mois. Oui, je souhaiterais, tel que vous, je souhaiterais, moi aussi, que le discours indépendantiste soit beaucoup plus affirmatif. Mais c'est pas possible de faire ça si vous n'avez pas un engagement en conséquence. Vous ne pouvez pas dire aux gens, voici, je vais vous convaincre des vertus de l'indépendance et leur dire en même temps, sauf qu'on ne s'occupera pas de ça. Mais voyez-vous, c'est que moi, je suis d'accord avec... Mais moi, je suis pas d'accord avec votre analyse. Moi, la raison pour laquelle les leaders indépendantistes sont incapables de faire ce discours-là, c'est qu'ils sont noyés dans le progressisme contemporain qui nie, comme je le disais tout à l'heure, le nationalisme québécois. Donc, ils peuvent pas. C'est une contradiction. Donc, vous pouvez pas susciter la fierté nationale et en même temps penser que votre peuple est raciste ou on va mettre le feu à la braise de quelque chose qui peut-être va être dangereux. Vous comprenez? Vous pouvez pas faire ces deux choses. Il nous reste moins d'une minute. Oh, allez-y, pardon. Non, allez-y, répondez. Je voulais juste rester moins d'une minute. Donc, bien sûr, merci. Un dernier mot pour chacun d'entre vous. Mais si j'accède à ce que vous dites un instant, il en demeure pas moins que si vous n'êtes pas dans une démarche indépendantiste, vous allez où? Je suis en train de dire que nulle part, c'est le cas du PQ actuellement. Alors, chers amis, je suis dans le rôle terrible de devoir vous arrêter sur cette parole d'inquiétude, pour le dire ainsi. Il n'en demeure pas moins que je vous remercie infiniment pour votre présence ici aujourd'hui à La Vie des Idées. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vie des Idées. Merci Nick Payne, Martin Lemay pour cette discussion sur la question nationale au Québec.